Alors, c'est bon. Oui, bonjour Nassim Sidi Saïd. Bon, c'est un plaisir de recevoir quelqu'un qui est comme toi dans les sports mécaniques parce que j'ai grandi aussi beaucoup dans la mécanique, mécanique auto et mécanique moto. Je suis pas passionné comme toi, mais j'aime beaucoup la mécanique, je la connais très bien et je me suis toujours posé la question en tant qu'entrepreneur, la chaîne de valeur de la mécanique, c'est-à-dire tous les métiers qui gravitent autour de la mécanique, c'est exceptionnel. Et je me suis encore une fois interrogé, mais pourquoi le sport mécanique finalement en Algérie ne décolle pas? Pourquoi on ne voit pas de petits circuits dans lesquels les gens s'entraînent, etc. Pourquoi? On a eu l'occasion d'en parler deux ou trois fois, toi et moi. Et je C'est pense vrai. que tu as des choses intéressantes à nous dire à ce sujet, sur ton parcours, sur ces questions concernant les sports mécaniques en Algérie, un réservoir incroyable d'emplois et de compétences. Je vais sans plus tarder évidemment te poser la première question concernant ton parcours incroyable en tant que pilote africain, premier pilote africain de Formule 1. Tu peux nous raconter ce qui t'a poussé vers les sports mécaniques? Est-ce que c'est une passion familiale ou autre? Et qu'est-ce qui a influencé, comment du moins cette passion a influencé ta vie, les moments clés, les défis sur ton chemin vers les sommets? Alors, je te remercie, Slim. D'abord, je suis content de participer à ce podcast. Le sujet est intéressant, il m'intéresse. Je sais qu'il t'intéresse également, puisque tu fais pas mal de choses. Tu t'es arrivé de faire des choses aussi pour les sports mécaniques avec nous. Exact. Tu as été un passionné, tu as été sponsor, tu as fait beaucoup de bonnes choses. Maintenant, juste pour une petite précision, non, d'abord, c'est la catégorie qui me caractérise le plus, c'est la Formule 3. J'ai eu un deal avec une écurie de Formule 1, mais bon, je n'ai pas piloté. L'Afrique a eu des pilotes par le passé qui sont sud-africains, euh, il y en a même qui sont devenus champions du monde. Donc, en fait, pour la petite précision, c'est Formule 3 plus que Formule 1, c'est ce que je revendique le plus. Maintenant, comment je suis tombé dedans? C'est très bizarre. C'est très bizarre parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu quand j'étais enfant. Une voiture de course, je crois que ça fait rêver tous les enfants. Et puis, à un moment donné, quand je cherchais à faire quelque chose qui me passionne, je ne sais même pas comment le déclic s'est fait, mais avec ma petite voiture de tous les jours, je me suis rapproché du milieu de ceux qui pratiquent le sport automobile en Algérie. Il y a comme ça, c'est des familles, c'est des quartiers. Il y en a qui faisaient ça à Bir Khadem, d'autres à Belfort. Et moi, en fait, le destin a voulu que je me rapproche de mes amis, les Sadir, qui sont à Belfort, qui font du sport auto sur des générations. J'ai commencé à courir ici. Et comme j'étais plutôt porté sur j'avais un sens du défi, j'ai choisi d'aller faire une course, une école de pilotage à l'étranger, en Europe, en France. C'est rien, ça prend pas beaucoup de temps. C'est quelques semaines. Il y a des petits stages. Après, il y a des évaluations qui se font. Et puis, l'appétit venant en mangeant, j'ai découvert ce qu'étaient les formules de promotion, qu'il était possible de courir avant la Formule 1 en faisant de la Formule Renault, de la Formule 3, de la Formule 3000, qu'il y avait des courses en professionnel, en amateur. Je cherchais à ce moment-là les sponsors pour financer ma première saison. Alors, pour résumer, j'ai fait 10 ans sans discontinuer de la course automobile en monoplace en Europe. De la première à la dernière année, c'était toujours le même contexte. Quand je débutais une saison, je ne savais pas si j'allais la terminer, faute de budget. Quand je la terminais, je ne savais pas si j'allais avoir le budget pour commencer celle qui allait venir après, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai fait 4 ans, non, 3 ans de Formule Renault, 5 ans de Formule 3. Et la dernière année de Formule 3, j'ai été approché à l'époque en 2003 par Minardi, qui est une écurie de Formule 1 qui voulait développer quelque chose autour de moi, un peu par rapport au pilotage, parce qu'en fait, en 2002, j'avais fait le championnat d'Italie de Formule 3. C'est comme ça qu'ils avaient découvert un peu mon existence. Et puis, comme cette année-là, j'étais relativement performant, je me qualifiais dans le top 5 régulièrement. J'étais rapide cette année, je pilotais bien, voilà, avec des années d'expérience et je ne manquais pas de talent, même si je trouve un peu présomptueux de le dire, mais bon. Donc, ils ont apprécié.
on s'est mis à discuter. C'est comme ça qu'ils ont annoncé qu'ils avaient signé avec un pilote algérien en Formule 1. Bien sûr, de là à passer de là à passer à faire le next step et piloter en Formule 1, il fallait un apport de sponsors et la Formule 1, ça ne se compte pas en petits sous, c'était des montants énormissimes. Mais donc, je n'ai pas vraiment concrétisé la chose. Entre-temps, j'ai continué à faire un peu de 3000 sur 2 saisons. Et quand tout ça s'est terminé, je suis rentré en Algérie pour développer des concepts dans le sport auto, à commencer par le karting, étant convaincu que c'est là que ça se passe. C'est dans le karting qu'on va découvrir des talents, qu'on va susciter des Ouais. vocations chez les gens. C'est comme ça. Et on avait monté Alcart, et tu as été aussi pour beaucoup dans le fait qu'Alcart se soit monté à ce moment-là. Bon, ben écoute, c'est superbe. Déjà, ce cheminement est assez extraordinaire. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le rêve que tu as eu à un moment donné de créer cette fameuse école de sport mécanique en Algérie. Mais on sait que ça n'a pas abouti. Et qu'est-ce qui bloque le développement des sports mécaniques et la construction d'infrastructures? Parce que pour moi aussi, c'est très important. Je n'arrive pas à trouver un endroit où quelqu'un peut aller en moto, s'entraîner, faire 10 tours, 20 tours alors qu'il y a tant de jeunes passionnés de pilotage et on le voit sur les autoroutes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas encore d'infrastructure dans les sports mécaniques? Je pense que il y a beaucoup de raisons qui sont toutes aussi valables les unes que les autres. Euh, la première, c'est que peut-être que le problème n'a jamais été bien présenté, bien posé. Non, ça c'est la deuxième. La première, c'est que c'est un sport qui souffre encore d'un certain nombre de clichés, d'a priori. Le considère à tort comme un sport de riches où on claque de l'argent à tort et à travers, alors que partout où j'ai été à l'étranger, j'ai vu des gens qui faisaient ce sport par passion et qui se sacrifiaient. C'est-à-dire, il y a des choses qui coûtent de l'argent, on ne les fait pas que parce qu'on a de l'argent, on les fait aussi parce qu'on a le sens du sacrifice lorsqu'on aime cette chose. Et il en est de même pour ceux qui font le sport automobile en Algérie. C'est des mécaniciens, c'est des étudiants, c'est des commerçants qui aiment ça et qui essayent de faire ça. Donc, quelque part, il y a ce cliché qui fait qu'on a tendance à ne pas y toucher, à tort. D'autant plus que un circuit automobile, ça va du simple circuit où on peut rouler en toute sécurité jusqu'au circuit qui est conçu pour recevoir la Formule 1 ou des épreuves d'endurance pendant 24 heures, avec toute la logistique, avec le poids de l'infrastructure. Donc, du premier jusqu'au dernier, mais il y a un océan de différence, y compris en termes de coûts financiers. Donc, c'est un a priori, c'est un cliché infondé qui fait qu'on souffre un peu en termes de capacité à faire passer le message. Le deuxième, donc, ce message, quand on va le passer, il est perçu comme quelque chose qui doit être mis dans un ordre des priorités. Alors, effectivement, ils prennent, quel que soit l'interlocuteur à qui on pose le problème, il va prendre un tableau blanc et puis il va trouver où caser un petit peu ce circuit à construire. Et dans la liste de toutes les priorités, peut-être que le circuit va lui paraître inutile. Et ce qui est étrange, c'est qu'un circuit n'est pas du tout inutile. Il est utile 365 jours dans l'année. Oui, c'est ça, Et justement, pardon, je t'interromps 2 secondes, parce oui, que c'est important de préciser que quand on parle de circuit, on ne parle pas pour le moment de circuit de Formule 1. On parle de non, circuit de sport mécanique, parce que oui, c'est oui. totalement différent. Un Et en circuit de Formule fait, 1, tu nous expliqueras là rapidement aussi mais cette distinction entre les deux. alors, juste pour dire, avant de passer à la distinction entre un circuit de Formule 1 et d'autres, un circuit de sport mécanique, mais n'est pas utilisé que pour les sports mécaniques. C'est un Ouais. circuit automobile qu'on utilise pour faire des courses, pour faire des entraînements, c'est encore des sports mécaniques, pour faire des stages d'initiation à la conduite pour ceux qui veulent faire des sports mécaniques, on va dire que c'est des sports mécaniques. Pour faire des baptêmes de piste, ça devient du loisir. Monsieur Tout le monde peut offrir un baptême de piste à son ami, à son épouse, à son fils, sa fille, pour emmener ses proches pour qu'ils apprennent à conduire un peu plus que comme ils apprendraient sur la route pour qu'ils acquièrent, pour qu'ils puissent acquérir quelques réflexes.
C'est utile aussi pour les structures qui ont des chauffeurs parce qu'ils font des cycles de perfectionnement à la conduite. Ça, c'est lié à la sécurité routière. C'est utile pour les services de sécurité. Il nous est arrivé en tant que pilote ou avec la fédération de collaborer dans l'entraînement des conducteurs pour les services de sécurité. C'est utile Même pour les sports, même pour la moto, même pour la pour la moto, moto, parce oui, que oui, que ce soit auto ou moto. C'est-à-dire, auto-moto, oui. l'usage fait que peut-être le sport automobile n'utilise le circuit que 20 ou 30% du temps. Tout le reste est utilisé par monsieur tout le monde. Maintenant, quand on parle, on dit oui, ça serait bien qu'on ait un circuit de Formule 1. Et pourquoi? Parce qu'il y a la Formule 1 en Arabie Saoudite, il y a la Formule 1 au Qatar, il y a la Formule 1 au Bahreïn, il y a la Formule 1 aux Émirats, il y a la Formule 1 un peu partout et c'est bien qu'on l'ait. OK, d'accord. Commençons d'abord par avoir un circuit pour tourner. Et quelle est la différence? En fait, il y a des normes techniques, mais à la limite, les normes techniques de base, on peut les avoir. C'est-à-dire, il y a une largeur de piste. Donc, il y a une largeur de piste. Il y a des dégagements après le bitume avant d'arriver à la limite qui est matérialisée par un mur pour qu'une voiture, si jamais elle faisait une embardée, n'aille pas directement s'écraser dans le mur. On appelle ça les normes de sécurité. Ça, c'est rien. Je veux dire, ça se travaille avec un bureau d'études et on sait quelles sont les normes d'un circuit en Allemagne, d'un circuit à Austin aux États-Unis ou en Angleterre. On peut faire la même chose. Après, il y a ce qu'on appelle les équipements qui entourent. Alors, effectivement, pour avoir la Formule 1, il faut un standing pour les stands, il faut un certain nombre de câblages pour faire passer, pour brancher les équipements d'acquisition de données, pour les caméras, il faut tellement de choses. Qui plus est, les derniers circuits qui ont été construits pour la Formule 1 ont placé la barre à une hauteur qui fait qu'aujourd'hui, les standards ont augmenté parce que Shanghai, parce que la Turquie, parce que Bahreïn, parce que Qatar, parce que d'autres circuits ont élevé tellement la barre que effectivement cette barre finit par devenir un standard. Mais le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'on n'a même pas besoin de construire un circuit de Formule 1. Si tu prends Slim sur les calendriers du championnat du monde de F1 sur les 10 dernières années, tous les circuits, tous les nouveaux Grands Prix qui ont été ajoutés à la Formule 1 sont tous des circuits urbains, c'est-à-dire qu'on aménage dans des villes. Bakou, c'est en ville, Miami, en ville, Las Vegas, en ville, Jeddah, en ville. Donc, Monaco en ville, Monaco, c'est en ville depuis toujours. ouais. Mais Singapour en ville, je parle vraiment de ce qui s'est fait depuis 2010 jusqu'à ce jour. Il y a plein de circuits qui se font et ils se font en ville. Pourquoi? Pour la raison suivante. Pour la raison suivante. Un, il y a des circuits qui ont été construits avec les standards de la F1 à l'époque où Bernie Ecclestone et la FOCA étaient au top de leur pouvoir et ils étaient très exigeants. La F1 a envoyé son propre architecte, un gars qui s'appelle Hermann Tilke, un Allemand qui est très connu pour construire des circuits. Déjà, le mec, pour qu'il gribouille une ébauche un peu de son circuit sur un papier, une feuille A4, je pense il faut déjà débourser. Ensuite, les standards font que les circuits coûtent cher et après, il y avait des droits à payer. Le problème, c'est qu'une fois qu'un Grand Prix n'est plus rentable, le pays, ça peut arriver, hein, des pays qui te disent, nous, on arrête de payer. Comme la F1 peut décider d'aller ailleurs où il y a plus d'avantages. Du coup, on paye un circuit à coût de centaines de millions de dollars pour qu'on ait 2 ou 3 Grands Prix et après, il n'est plus utile. Euh, En face, les techniques de construction, d'aménagement des circuits urbains ont évolué. On peut faire un circuit avec toutes les normes de sécurité. On le monte en 10 jours, on fait le Grand Prix et on le démonte. Et là, on a juste peut-être 20 ou 30 millions de dollars pour un pays pour accueillir ce circuit, pour aménager ce circuit et accueillir le Grand Prix. S'il l'accueille pendant 10 ans, tu fais le calcul en disant il aura déboursé les 200 millions de dollars pour construire un circuit de F1, mais au moins il ne les débourse que quand il est sûr que la F1 arrive. Qui plus est, ça rapproche la F1 du public. Un circuit en ville, c'est très beau. Aujourd'hui, le NEC plus Ultra, c'est un circuit en ville en nocturne. Et quand ça se fait dans les pays asiatiques où l'économie est florissante, où les indices de croissance sont supérieurs à ceux qu'il y a dans les autres pays du monde, tu imagines tout ce que ça rapporte à la Formule 1.
Et le décalage horaire aidant, en cours de nuit en Asie, lorsqu'on peut voir le film en soirée aux États-Unis ou en Europe. Donc, le Grand Prix plutôt, pardon, en soirée en direct aux États-Unis et en Europe. Du coup, euh, tout y est. On a le public et les sponsors là-bas. On a l'audimat là où on a le marché le plus important. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de construire un circuit de Formule 1. Si demain l'Algérie décide d'avoir un Grand Prix de Formule 1 et qu'elle arrive à s'entendre avec les organisateurs de la F1, comme ça, en un claquement de doigts, en une année, on le fait dans les rues d'Alger, dans les rues d'Oran. Algérie ne manque pas de villes magnifiques avec des rues où ça peut se faire. Du coup, pour revenir à construire un circuit, non, on a vraiment besoin d'un circuit pour développer les métiers de la conduite automobile. Ça inclut le Et sport. justement, je t'interromps parce que tu as été, tu as répondu déjà à une question que je voulais te poser, c'est l'idée d'avoir un circuit de course en Algérie, si c'était une utopie ou non. Donc, on sait maintenant que ce n'est pas une utopie puisqu'on peut avoir un circuit urbain à Alger au lieu de s'engager sur un investissement colossal. Et on commence à percevoir à travers ton propos les impacts que ça peut avoir, évidemment. Quoique, je voudrais qu'on aille plus loin parce que je voudrais que tu nous parles justement de ce besoin d'un circuit, mais pas de forme. On parle pas de circuit de Formule 1, Mhm. les standards sont différents, la forme, la longueur, tout ce que tu peux imaginer, et surtout ce qu'il y a autour de ce circuit-là, puisque tu as parlé justement des diverses formations il y a, mais il faut qu'il y ait des ateliers mécaniques, il faut qu'il y ait de la restauration, il faut, Tout à fait. etc., pour rentabiliser. Donc, alors, c'est quoi les étapes concrètes pour réaliser un projet d'école de sport mécanique tel que et de circuit dédié en Algérie? Pour toi, c'est un rêve. Moi, je me demande à ce jour pourquoi on n'a pas réussi à réunir un pool d'investisseurs autour de Nassim Sidi Saïd pour dire, bon, écoutez les gars, chacun va mettre X millions de dinars, de dizaines de millions de dinars, ou pour certains, ça des centaines de millions de dinars. Nous allons réaliser ce projet-là. Alors, c'est quoi concrètement les étapes et comment tu vois le rôle des acteurs locaux, finalement, institutions, éventuellement de partenaires, pour faire de ce rêve une réalité? Alors, d'autres pourraient avoir une vision différente Bien de la sûr, mienne sans pour autant qu'elle soit fausse. Je pense que des visions peuvent être contradictoires ou différentes tout en étant toutes deux réalisables. Moi, je vais dire, juste, bah, excuse-moi, je t'interromps. Tu peux nous dire, les circuits de cartes, est-ce que du moins un circuit de sport mécanique peut avoir intégré à l'intérieur une piste de cartes oui, oui, ou un oui, morceau? Oui, hein. bien sûr. D'accord, Ah non, non, parce que pas forcément. Alors, ça peut être un morceau, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'une piste de cartes, ça peut se monter sur 3 hectares. On a la piste de cartes. d'accord. Et D'accord. aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller en fait vers un pôle mécanique. Par exemple, il y a un petit pôle mécanique, mais qui fonctionne très bien en France, à Alès, dans les Cévennes, qui s'appelle le pôle mécanique d'Alès, qui a un circuit automobile, un circuit de karts, un parcours tout-terrain, un parcours pour le rallye type WRC. Et quand on parle de circuit automobile, c'est valable aussi pour la moto. Il y a d'autres. Il y a par exemple, je ne me rappelle plus si c'est à Tarragone ou quelque part en Espagne, un concept qui est similaire. On n'en entend jamais pour recevoir la Formule 1, ça n'a pas d'importance. Entre parenthèses, l'Espagne y recevait depuis peut-être 20 ans, 25 ans le Grand Prix de Formule 1 dans le circuit permanent de Barcelone. Et à partir de l'année prochaine, ça passera à Madrid. Et à Madrid, ça sera un circuit urbain dans les rues de Madrid. Donc, par contre, l'Espagne a énormément de circuits et parmi les circuits, il y a ces pôles mécaniques. Alors, je vais dire ce qu'il faut, à mon avis. Tu as raison de parler d'un tour de table, d'un pool d'investisseurs, et je pense qu'il faut de tout. Il faut un peu d'institutions publiques, il faut un peu d'opérateurs économiques, et on ne va pas faire dans la ségrégation ou dans la distinction entre public et privé, parce qu'un opérateur économique est censé agir par rapport à un intérêt ou par rapport aux fondamentaux avec lesquels il travaille. Et ensuite, décider de la construction de cette infrastructure de façon évolutive, c'est-à-dire, je pense que les pouvoirs publics doivent, quelque part, dédier une assiette foncière conséquente pour un circuit. Il n'est pas C'est-à-dire, obligé. c'est-à-dire à peu euh, près. alors,
il faut compter à une cinquantaine, 50 à 70 hectares. Et lorsqu'on considère que nous ne sommes pas obligés de les avoir dans la périphérie d'Alger ou dans la périphérie d'Oran ou de Annaba, qu'on peut les avoir avec les autoroutes qui existent dans un périmètre de 120 à 200 kilomètres, le problème ne se pose pas. Je veux dire, nous sommes à Alger, moi j'imagine bien quelque chose à la sortie de la nouvelle ville de Bourzoul dans le sens d'Alger. C'est-à-dire qu'en allant vers Bourzoul, on peut s'arrêter sur le circuit et en revenant, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, partout dans le monde, j'ai rarement vu des circuits en périphérie de grandes villes. Ça, c'est très, très important de le souligner. Et ce n'est pas parce que c'est collé à une grande ville que pour autant ça va fonctionner mieux. Je veux dire, c'est pas un multiplex de cinéma, les gens vont venir. Non, non. Ceux qui vont sur un circuit, ils vont là-bas avec un sens de l'engagement. Ils vont pas partir à pied, ils vont prendre avec eux leur bagnole dans tous les cas de figure. Ils vont la mettre sur une remorque ou la faire transporter par un transporteur. Je veux dire, il y a aussi des pratiques dont les passionnés de sport automobile en Algérie doivent prendre la mesure, comme c'est le cas pour tous les passionnés de sport automobile ailleurs. Pourquoi je dis dans un périmètre de 200 kilomètres? Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé quand j'étais en Europe de me lever à 5 heures du matin lorsqu'on avait un test day sur un circuit qui était, par exemple, quand j'habitais Paris, un test day sur un circuit qui était, par exemple, à 200 kilomètres du côté de Manicourt ou au Mans. Je me lève à 5 heures du matin, j'ai tout le temps de prendre ma voiture, d'arriver. Je suis là-bas à 7h30, 8 heures, je discute avec l'équipe et à 9 heures, à l'ouverture de la piste, je suis en train de tourner avec les autres pilotes. Mais mieux encore, ça c'est pour ceux qui peuvent faire ça pour le plaisir. Mais mieux encore, il faut habituer les gens par cette passion à se déplacer pour 2 jours, 3 jours, organiser de l'événement autour d'un regroupement. On a tendance à faire des concentrations en moto, des rallyes, faire des bivouacs. Ça existe aussi sur les circuits slim, ça. On peut Ouais, partir sur un week-end pendant 2 jours, 3 jours, un groupe de 20, 30, 40 voitures. On prend la logistique qui va avec, les choses sont aménagées. Donc, quelque part, ce n'est pas un problème d'avoir un terrain loin des grandes agglomérations. Et en plus, ça peut aider au développement dans la région. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a le terrain, ça ne veut pas dire qu'il faut réaliser les 50 hectares d'entrée de jeu. Il faut faire ça par étapes. La première chose à réaliser, c'est la piste à proprement dit. C'est-à-dire, on va dire, un circuit d'environ, pour commencer, 2,5 km en prévoyant une extension pour qu'il puisse atteindre les 4,5 km à 5 km. Mais 2,5 km, c'est très très bien en respectant les largeurs et on prévoit aussi un grand parking pour que les gens s'installent et un bâtiment, un local administratif et technique, tout clôturé, tout en toute sécurité, avec la viabilisation, l'assainissement qui est réalisé, l'entrée des moyens de com et télécom. Et on a une petite structure qui peut déjà commencer à tourner pour les baptêmes de piste, pour le loisir, pour les écoles de pilotage et pour des compétitions qui peuvent se faire au niveau amateur pour commencer et après qui peuvent se professionnaliser petit à petit. Qui plus est, le terrain, il est là, il est propriété de l'État, ce n'est pas un problème. Il y a un pool d'investisseurs, il y a un tour de table qui est fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des outils juridiques pour que tout soit validé et verrouillé. Et puis, c'est aussi un modèle, ce sera un modèle de partenariat public-privé sur quelque chose qui partirait du page blanche. Donc, ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de la pratique, au fur et à mesure de l'impact positif que ce circuit, que l'utilisation de ce circuit peut avoir sur les pratiquants actuels et sur les nouveaux qui doivent venir, parce qu'on doit élargir aussi l'assiette des pratiquants en sport automobile et en moto. À partir de là, on va avoir les différents marchés qui s'élargissent, qui grandissent et qui créent leur croissance. Ce n'est qu'une fois que ce premier circuit se réalise de manière graduelle comme ça, sachant pourquoi graduelle, Slim, la piste à préparer, je vais dire, entre terrassement, bitume et clôture, et en 6 mois, elle est opérationnelle. Quand on a un projet qui peut rentrer en exploitation au bout de 6 mois et qui évolue après, je pense que c'est le meilleur deal possible pour ne pas engloutir des fonds de façon inconsidérée et dont la rentabilité nécessitera le développement de toute une corporation. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Pourquoi je dis que c'est tout à fait faisable? Parce que les pouvoirs publics ne sont pas contre.
il n'y a pas une absence de volonté politique. Quand on parle avec les gens, nos interlocuteurs nous disent oui, voyons ce qu'il faut faire. On parle avec des opérateurs privés ou des opérateurs économiques qui sont partants. Quand on a lancé Alcart à l'époque, tu as fait partie de ceux qui ont encouragé et d'autres aussi. Donc, quelque part, individuellement, il y a plein de gens qui sont pour. Mais il faut qu'on arrive à mettre tout le monde autour d'une même table, en incluant aussi le pouvoir sportif, c'est-à-dire la fédération qui doit avoir son apport, enfin, un certain nombre de ministères. Et ce n'est pas que le ministère de la Jeunesse et des Sports, contrairement à ce que les gens pensent. Le ministère du Tourisme est un ministère important pour ça aussi. L'industrie également, parce qu'il y a les concessionnaires automobiles qui peuvent être intéressés, le commerce. Tu sais, quand on parle du ministère du Tourisme, j'ouvre une guillemets et une parenthèse, je la referme. J'ai vu les trois grands prix qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire Bahreïn, Jeddah, Arabie Saoudite et Australie. Parenthèse, comme j'ai fait du consulting média pour Bein Sports ce mois-ci, ils ont acheté les droits de la F1 pour les 10 prochaines années. Donc, on a fait un peu de consulting média pendant les Grands Prix. Et c'est là que je suivais les détails. Rien que sur les personnalités qui montent à la fin sur le podium pour remettre les prix, dans beaucoup de pays, on envoie le ministre du Tourisme et on ne voit pas forcément le ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est dire à quel point, là aussi, c'est un cliché. On a tendance à comparer ce sport à d'autres, alors que c'est une activité qui est transversale, qui concerne beaucoup de secteurs. Donc, pour revenir à ce que je disais, on met tout le monde autour de la table. Si tout le monde est d'accord, on peut avoir une étude prospective qui te dit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, voilà comment ça va être. Mais une chose est sûre, on va dire que sur les 2 premières années, voilà le montant à dépenser avec un business plan, avec un certain nombre de choses qui vont permettre la rentabilité de ce montant-là qui a été dépensé. Je pense que c'est quelque chose qui est tout Ouais. à fait faisable. Bien, ben écoute, tu nous fais rêver là. J'ai envie de te poser une dernière question avant ça serait la dernière et je te laisserai le mot de la fin, qui est en rapport avec tout ce que tu dis. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été mis sur la table, proposés, présentés, parce que ça fait des années que tu es là, Nassim. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses Alors, qui ont été je vais dire, présentées euh, et où ça a bloqué? Et je te laisse le mot de la fin. Et voilà. je pense que des projets, il y en a eu plusieurs, même avant que je n'arrive dans le sport auto. Je vais dire, il y a toujours d'ailleurs un petit circuit ovale à l'intérieur du complexe de la SNVI à Rouiba. C'est petit, hein. Je le connais bien. Ils l'utilisaient pour faire tourner leur camion. Je sais par exemple qu'au début des années 80, les gens du ministère, je ne sais pas quel ministère s'occupait de ça, de l'industrie, ou qui allaient discuter avec, à l'époque où l'État importait les voitures pour les revendre. Donc, avant de ramener du japonais, on ramenait de l'italien. Et je me rappelle qu'un de ses représentants, qui est un passionné de sport automobile à l'époque, était parti en Italie et au moment de discuter de ces choses-là, les gens de Fiat les ont emmenés sur le Grand Prix de Monza. À l'époque, c'était Ferrari. Il y avait encore Enzo Ferrari qui était de ce monde, Agnelli également. Ils ont offert en accompagnement à l'époque un dossier avec un projet complet sur une étude sur un circuit qui pourrait se faire en Algérie. Donc, c'est dire que tout début des années 80, l'idée était déjà sur la table. De mon époque, je me rappelle que quand les villes nouvelles avaient été conçues, on avait pensé à un circuit automobile. Il y avait un dossier qui avait avancé. Peut-être que les choses n'ont pas abouti visiblement, mais ça ne veut pas dire que c'était une question de mauvaise volonté. Je pense que c'est peut-être tous les Oui, ingrédients qui n'étaient pas réunis. À l'heure actuelle, il y a une piste de motocross qui est utilisée aussi par les VTTistes, qui est aménagée par la Wilaya au niveau des Sablettes. Pardon, pas des Sablettes, au niveau de Dounia Park, les Grands Vents, et ils veulent faire un circuit. Donc, c'est dire à quel point. Mais je vais aller encore plus loin. Pour avoir travaillé avec nous sur l'histoire du karting, à l'époque, on avait fait une course dans le circuit qu'il y avait à Fort-de-L'Eau. Et en face, c'était en 2011, et en face, il y avait une piste à Cheraga qui avait ouvert. C'est les deux circuits de karting qu'il y a. Tu sais, aujourd'hui, si je te dis, Slim, il y a combien de pistes de kart en Algérie? Tu vas me dire, il y en a deux ou trois, si tu as entendu parler de celle qui s'est ouverte en Oran. Mais en fait, il y en a 11. Il y a 11 oh, pistes de kart. Oui, oui, c'est extraordinaire. Dans ouais. l'intervalle, il y a 11 pistes de kart. Il y a ces deux-là à Alger. Les gens de Cheraga sont en train de finaliser une piste
à Sidi Abdallah. Il y a une piste qui est finie à Tipaza, qui est la plus longue, qui fait 1,5 km. Euh, il y a celle de Batna, il y en a une à Mostaganem, il y en a deux à Oran, il y en a une à Larouat, une à Msila. Les gens le font. Simplement, ils le font en tant qu'investisseurs seuls. Ils ne participent pas forcément à un tour de table qui pourrait inclure fédération, écurie, concessionnaire automobile, qui fait que ça n'avance pas comme ça devrait. Donc, quelque part, pour répondre à tes questions, il y a des projets qui se sont faits dans le karting, il y en a beaucoup. Ça n'a pas changé beaucoup la situation du karting, mais bon, c'est une question de mettre toutes les pièces du puzzle à leur place, et ça se fera. Et dans l'automobile, il y a eu des projets, mais qui n'ont pas abouti, mais Ouais. je suis certain que les choses ont bien mûri depuis. Ben, j'espère vraiment, et c'est une bonne nouvelle qui est 11 pistes de karting. Je vois très très bien que les concepteurs, ou bien du moins les promoteurs de ce type de projet, n'aiment pas trop les lourdeurs bureaucratiques, bien que moi je m'inquiète de. Moi, ma question, elle allait un peu plus loin, c'était les métiers qui gravitent autour de ça. Par exemple, est-ce qu'on a vu se développer une industrie du kart? Est-ce qu'on a vu des gens se mettre à fabriquer des cartes localement? Et tu Bon, sais très ça bien va que venir. et tu Ça, sais très bien que c'est quelque chose qui est très faisable, qui est très fabriquer des cartes. faisable. Donc, on peut avoir beaucoup de métiers qui gravitent Oui. autour des sports mécaniques. Donc, on sait maintenant qu'il y a un véritable réservoir de création d'emplois dans ce sport. Ce sport, un, est légèrement organisé, mais globalement, il relève d'initiatives privées. Pour ce qui concerne le karting, pour ce qui concerne l'automobile et la moto, quelques petites rares initiatives. Globalement, on a un réservoir entre les mains de création d'emplois qui n'a pas besoin d'être entre les mains juste de la bureaucratie uniquement. On a besoin de l'appui, évidemment, pour certaines choses de l'institutionnel, mais il faut que ce soit le fait d'entrepreneurs qui croient en ce sport. Écoute, je te remercie beaucoup et c'était vraiment passionnant. J'avais envie de Merci à continuer toi. à poser les questions parce que pour moi, les sports mécaniques, c'est vraiment fantastique. D'ailleurs, il y a qu'à voir les gens quand ils voient passer une très belle voiture, comment ils Ouais. sont. Écoute, merci beaucoup et Merci. au plaisir de te revoir.